L'opposition congolaise existe-t-elle encore réellement? Le dialogue national inclusif va-t-il réellement résoudre les problèmes de la crise ou de la guerre à l'Est? Mesdames et messieurs, bienvenue dans On en parle. Aujourd'hui, nous allons traiter sur ces deux sujets très importants ici dans ces plateaux de On en parle. Et je reçois pour vous monsieur Eri Kalumuna, le grand bouquetiste, qui est déjà ici avec moi, que je salue et je dis bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour à tous nos compatriotes, à nos aimables téléspectateurs. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup et meilleurs vœux à vous et à tout le monde. Merci pareillement, meilleurs à vous aussi. Merci. Voilà, nous sommes avec vous sur ce plateau. Nous allons devoir débattre sur les deux sujets que j'ai annoncés. Nous allons parler sur la vie de l'opposition ici en RDC et sans oublier, nous allons parler du dialogue national inclusif qui est d'ailleurs d'actualité ces derniers temps parce que certains pensent que cela pourrait être une solution par rapport à la guerre qui sévit ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais avant tout ça, nous allons quand même faire un coucou à nos héros nationaux que nous sommes en train de célébrer, 16 et 17 janvier, Lumumba Kabila. Aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila, 25 ans déjà qu'il a été assassiné. Pensez-vous aujourd'hui que la RDC est là où ces deux héros voulaient que la RDC soit? Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, nous rendons d'abord un vibrant hommage à tous nos deux héros nationaux, à savoir Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba, qui se sont battus corps et âme pour l'intérêt du peuple congolais. Kabila ou Lumumba, tous se sont battus presque pour les mêmes causes, pour les causes similaires. Et en un mot, j'ai dit pour l'intérêt de la population congolaise. Ils se sont battus pour la dignité de la population congolaise. Lumumba, par exemple, il dit trop c'est trop. Nous sommes aussi humains. Il faut cesser avec la maltraitance, la colonisation. Il dit que le Congo doit nous appartenir. Vous voyez, Laurent Désiré Kabila, agacé par la tyrannie, la dictature, il revêt un esprit révolutionnaire et il se lance non seulement pour la libération, la libération du Congo, mais aussi pour que notre pays nous appartienne ou nous réappartienne. Et donc, nous pensons que de manière simple, le combat est encore vif. Nous devons toujours continuer à combattre, à nous libérer, parce que certainement, comme vous le savez, beaucoup de nos matières premières ne nous appartiennent pas. On dirait que le Congo n'appartient pas aux Congolais. Nous sommes en train de constater comment on nous pille jour et nuit. Nous sommes en train de constater vraiment comment on est en train de, je vais dire, de faire saigner, de tuer nos compatriotes. Et donc, il faut sincèrement que nous puissions nous lever pour que nous puissions réclamer une indépendance totale et réelle de notre peuple et de notre pays. Que le Congo appartienne réellement aux Congolais. Que les Congolais soient un citoyen digne du monde entier. Quand vous êtes, par exemple, vous pouvez vous arriver à vous poser des questions. Pourquoi il y a plus de 10 millions de morts au Congo, mais le monde entier semble ne pas être attiré. Le monde entier détourne le regard de tout ce qui se passe au Congo. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas des valeurs à leurs yeux? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que nous ne sommes pas aussi humains que eux? Et donc, nous devons nous prendre en charge. On ne libère pas un peuple se libère. Le combat est encore long. Je dis merci au Seigneur, au bon Dieu, parce que autour de nous, entre nous Congolais, il y a quand même des hommes intelligents, des hommes sages, des hommes de valeur, des révolutionnaires qui réellement
ont accepté ou acceptent de porter encore cette charge de libérer le peuple congolais, la charge de défendre les intérêts de la population congolaise, la charge de demander ou de réclamer, d'exiger la justice pour le peuple congolais. Il y a des Congolais qui s'élèvent, qui combattent contre la mauvaise gouvernance. Il y a des Congolais valeureux qui sont entre nous. Et je peux vous citer très rapidement le docteur Denis Mukwege. Vous savez son combat. C'est pour la dignité de la population congolaise, pour que le peuple congolais retrouve sa souveraineté et l'intégralité de son territoire. Et voilà, c'est en ces mots ou en ces termes que se résume ou que se résumait aussi le combat de nos pères de l'indépendance. Donc vous pensez qu'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Lumumba, il y a beaucoup de Laurent Désiré Kabila, et que nos deux héros là où ils sont, bien que morts, ils peuvent encore être fiers de certains citoyens. Oui, je suis très sûr personnellement dans mon moi intérieur. Je suis convaincu que ce soit Laurent Désiré Kabila qui est mort le 16 janvier, que ce soit Emery Patrice Lumumba qui est mort le 17 janvier. En tout cas, tous deux sont quand même contents de voir que nous n'avons pas abandonné leur lutte. Il y a des Congolais valeureux, je vous ai cité le docteur Denis Mukwege, qui se battent ou qui se bat pour que le peuple congolais retrouve sa dignité, pour que le Congo, nos richesses par exemple, notre pays nous réappartiennent. Nous luttons contre la balkanisation, nous luttons contre beaucoup de maux. Vous savez que le docteur Denis Mukwege se bat pour la justice. La justice dans tout ou sous toutes ses dimensions. C'est un combat très très important parce que la justice élève une nation. Vous savez par exemple que Laurent Désiré Kabila a parlé de l'autoprise en charge. Nous devons nous prendre en charge. Quand le docteur Denis Mukwege dit par exemple que nous ne devons pas espérer que d'autres peuples, que d'autres personnes viennent nous libérer, nous. Et donc il dit non à des solutions importées. Vous voyez, je pense clairement que Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba ont combattu, ils ont mené un combat de titans et aujourd'hui ils sont fiers parce que parmi nous, il y a aussi des Congolais valeureux qui sont sous leur pas. Ce que je vais demander au peuple congolais, surtout à la jeunesse, en tout cas, apprenons à valoriser les meilleurs d'entre nous. C'est ça ce qui nous manque. Que ce soit Lumumba ou Laurent Désiré Kabila, de leur vivant, il y a des gens qui ne les soutenaient pas. Vous voyez, c'est dommage de savoir qu'il y a des Congolais qui ont participé dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Il y a des Congolais qui ont participé dans l'assassinat de Emery Patrice Lumumba. Aujourd'hui, je vous dis que Mukwege, docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, c'est un héros vivant. En tout cas, c'est un héros vivant. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes semblent ne pas s'accrocher à son combat. Vous voyez, vous avez un prix Nobel de la paix que vous-même, vous ne savez pas valoriser, mais vous êtes jour et nuit en train de rouler, de circuler dans des capitales du monde entier à la recherche de la paix. Mais c'est absurde, vous comprenez? Donc, tous les Congolais valeureux entre nous, de notre siècle, nos contemporains, nous devons les soutenir, nous devons les valoriser, nous devons les respecter. Abat la culture de l'insulte, abat la culture du dénigrement. Ce que nous faisons doit être d'abord consommé, valorisé par nos propres compatriotes avant que l'extérieur ne puisse s'en approprier. Voilà, ça c'était un hommage vibrant à nos deux héros nationaux, Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Alors, en tout cas, patriotiquement, je m'incline devant. Merci beaucoup, monsieur. Et nous allons prendre notre premier sujet du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, peut-on dire que l'opposition existe encore réellement? Monsieur Jourdain, cette question, elle est vraiment très, très importante parce qu'il y a beaucoup qui confondent cette notion de l'opposition, de ceux qui sont au pouvoir. Moi, d'emblée, j'ai dit que l'opposition existe réellement. L'opposition républicaine, la bonne opposition existe sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La bonne opposition, qu'est-ce que vous voulez dire par bonne opposition? Oui, parce que dans beaucoup de têtes, dans le comète mort, je vais dire dans beaucoup de têtes, on pense que s'opposer, c'est crier. On pense que s'opposer, c'est casser. On pense que s'opposer à quelqu'un, c'est utiliser les biceps, utiliser la violence.
voyez? Et donc, nous devons cesser, les Congolais, les jeunes Congolais, doivent cesser de lier l'opposition à la barbarie. Oui. Voyez? Si vous pensez que opposition, c'est faire tuer les gens, si vous pensez que vous opposez, c'est brûler, c'est barrer des routes, c'est détruire ce qui a déjà été fait par nos gouvernants, vous voyez, c'est se tromper. Ça, c'est de la barbarie et ça nous fait reculer. Qu'est-ce qu'un opposant? Bon, tout d'abord, s'opposer, c'est-à-dire ne pas partager les mêmes points de vue. Moi, je ne suis pas au gouvernement. Je ne soutiens pas le programme du gouvernement. Mais écoutez, je m'oppose à ce qu'ils font. Et je ne m'oppose pas tacitement. Je dénonce. Je dis non. Ne cherchez pas une paix ou une solution importée. Cherchons ou recherchons la paix par la cohésion et l'unité nationale. Si nous, Congolais, nous sommes unis, nous allons faire mieux que ce qui peut nous venir des États-Unis. Je m'oppose donc à une idée quelconque. Vous comprenez? Est-ce qu'il faut que je puisse mobiliser des jeunes qui vont mourir sauvagement, qui vont mourir bêtement, qui vont casser des bâtiments publics, qui vont... Ça, c'est de la barbarie. Est-ce que, monsieur Eric, vous ne pensez pas que c'est parce que l'opposition actuelle peine à mobiliser les gens dans la rue, comme on l'a vu jadis avec l'IDPS à l'opposition, rassembler des mondes, faire des marches? Est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition actuelle n'est pas à mesure de le faire que vous pensez que vous êtes dans ce que vous appelez la bonne opposition ou l'opposition républicaine? J'apprécie l'opposition de ces temps. Parce que c'est une opposition constructive. Elle fait des propositions. Ce n'est pas une opposition, il y a pété comme, non, comme l'a dit à son temps les présidents. Ça, ce sont des excès de langage qui relèvent certainement de l'orgueil. Et donc, quand on est chef, on assume des fonctions publiques, il faut savoir qu'on est serviteur et qu'une voix dissidente ou une voix qui n'est pas en coïncidence avec la vôtre, oui, n'est pas à insulter ou à négliger. Voyez, vous gérez un bien commun. Nous, opposition, ou ceux qui ne vous soutiennent pas, ont aussi les droits de vous dire pas les panne. Voyez, alors, je vais revenir à votre question d'entame. Je vais vous dire que j'apprécie l'opposition actuelle. Pourquoi? Parce qu'elle propose. Vous dites, l'opposition doit être dans une dynamique, peut-être en mouvement tout le temps, en train de mobiliser les gens. Non, nous devons laisser le temps à celui qui est à la manette. Nous devons laisser de travailler pour qu'à un moment donné, il puisse être capable de donner les résultats de son programme, de son travail. Vous voyez, l'opposition ne doit pas être là pour empêcher celui qui est au pouvoir de travailler pour le bien du peuple. Si Félix Antoine Tshisekedi retrouve la paix, la vraie paix, la paix durable et définitive, la paix juste, en tout cas celle que le docteur Denis Mukwege réclame jour et nuit, mais c'est pour mon bien aussi. C'est pour le bien de ma mère, c'est pour le bien collectif, vous voyez. Et donc, si réellement... Alors, je m'oppose dans les idées, je lui donne une proposition, et quand je trouve que lui aussi a mis en pratique son idée et que ça n'a pas marché, son idée n'a pas marché, là, je peux maintenant monter au créneau. Mais pendant que lui, il n'a pas encore, c'est pas déroulé son programme, déjà il dit ça et je commence, non. Et puis, l'opposition... Vous pensez que la vraie opposition, c'est celle qui s'oppose au programme de gouvernance? S'opposer au mauvais programme du gouvernement. Au mauvais programme de gouvernance. Parce que quand le dirigeant a aussi un bon projet, si on dit dans ce quartier ou dans cette commune, dans cette ville, qu'on veut électrifier une commune, on veut électrifier, on veut amener du courant, on veut électrifier un quartier, pourquoi moi, opposant, je dois me... Si réellement c'est une bonne idée. Parce que même chez moi, il y aura de l'électricité. Vous voyez, je vais dire non, peut-être, si on me dit non, nous allons importer le courant à partir de la Zambie. Moi, opposant, je vais dire, mais nous avons une rivière, quelque part, la rivière Lubumbashi peut-être, qui peut nous alimenter.
voyez? Donc, je ne m'oppose pas à l'électrification, mais je m'oppose peut-être à l'origine ou à la manière. Vous voyez? C'est ça. Alors, ceux qui sont au pouvoir, tellement que eux étaient partisans de l'opposition barbare, ils pensent que nous devons faire comme eux. On ne combat pas les diables par son arme ou par ses armes. Quand vous avez quelqu'un qui vous... Je pense... nous connaissons les joueurs et son jeu, et si nous devons nous opposer à lui, nous devons faire ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est ce que j'ai dit, il ne faut pas combattre les diables par ses armes. Vous parlez de manifestations, oui, mais à quoi bon appeler des gens pour aller manifester, pour les faire tuer? Parce que la vie humaine est sacrée. Autant je ne vais pas mourir, autant vous ne voulez pas non plus mourir. Quand on construit un bâtiment, quelqu'un investit pour le bien, pour le développement du pays, et que moi, parce que je suis opposant, est-ce que c'est ces bâtiments qui empêchent de faire? Non, il ne faut pas casser. Et encore, nous avons besoin de travailler. Ceux qui font le marche là, jour et nuit, peut-être qu'ils n'ont pas à faire. Vous voyez? Vous avez des gens, des badons, que vous pouvez, même à 0 heure, réveiller, ils n'ont pas besoin de dormir. Et vous les envoyez très fréquemment dans la rue. Vous savez comment ça se fait au Congo, quand je fais ça, c'est-à-dire... Avec un peu de billets. Avec un peu, 5 000, 5 000, 5 000. Parfois drogué. Mais qu'est-ce que quelqu'un qui est drogué peut faire dans l'opposition? Parce que l'opposition demande la tête. Vous voyez, quand je dis la tête, c'est-à-dire l'intelligence. Mais vous prenez les drogués, vous prenez les koulouna, vous n'avez pas des calicots ou de quoi. Vous voyez quelqu'un qui a un message, il est brandi, mais lui ne sait même pas ce qu'il est en train de brandir. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de lire et de comprendre ce qu'il est en train de demander. Vous voyez, quand il dit, bon, un exemple, Fachi dégage, prends ces papiers qu'il a là, demande-lui de lire. Il ne sait pas. Mais il a quand même... C'est ça l'opposant, c'est ça l'opposition que nous avons vécu dans ce pays. Quand tu lui dis, bon, il lit, il ne sait pas lire, et vous lui demandez, ça signifie quoi? Non, tout n'a pas consenangaï. Donc on a juste écrit pour lui, voilà. On lui a donné... Ce n'est pas ça, ce n'est pas de cette opposition. Nous voulons une opposition consciente. Mais on pense que l'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition des réseaux sociaux. Non. Vous êtes beaucoup plus actif sur le média, dans les réseaux sociaux. Écoutez, je donne alors, parlons d'un exemple. Le président Félix Tshisekedi a dit il a exprimé clairement son souci, son idée, son vœu de vouloir changer la Constitution. Nous nous sommes levés et nous lui avons dit, tu nous auras sur ton chemin. Nous attendons à l'intérieur ici du pays. S'il trouve qu'il peut tous nous exterminer à tout, et comme ça il reste dirigé, c'est pas qui, ou les pierres, ou les quoi, les minerais, d'accord? Mais notre constitution ne sera pas changée, même par sa feuille de garde. Et nous le disons, nous l'assumons. C'est-à-dire, si réellement il trouve qu'il veut changer la constitution, bon, peut-être que vous parlez sur le plan institutionnel, l'opposition sur le plan institutionnel, au Parlement par exemple. Est-ce que vous parlez de cela? Ou vous parlez de l'opposition dans son sens général? Y compris aussi ça, y compris aussi l'opposition institutionnelle. Parce que écoutez, nous avons presque combien d'institutions? La présidence, oui, l'Assemblée, le Parlement, oui, les cours et tribunaux, oui. Et voilà. L'institution. Aujourd'hui au Sénat, à l'Assemblée nationale, et même la seule institution qui peut contenir de l'opposition et ceux de la majorité société civile, c'est le Parlement. Parce qu'à la présidence, on ne peut pas avoir l'opposition. Comment? La présidence est constituée d'une personne qu'on appelle président de la République. Oui. Il est en même temps personne, individu, mais aussi une institution. Donc là, on ne peut pas avoir une opposition à la présidence. Oui. Au gouvernement, ceux qui sont au gouvernement, si nous sommes dans un gouvernement d'union nationale, on peut comprendre que les opposants sont là. Mais parce que nous ne sommes pas dans un gouvernement d'union nationale, Madame Judith Souminoa, elle est d'élue des PES. Bon, comment vous voulez, voilà. Et si on va au Parlement, bon, nous avons vécu un braquage électoral les années passées, en 2023, en décembre, une semaine de vote, machine, bureau de vote, tout ça, dispositif de vote sur les têtes des gens, et on nous a donné un résultat. Le pouvoir en place s'est
largement octroyé tous les sièges et a trouvé bon de laisser, c'est pas 20 ou 10% à l'opposition. Mais ils sont là. Vous ne les entendez pas parler. Vous ne les entendez pas parler. Il faut qu'ils soient en train de monter sur les bancs, casser les sièges à l'Assemblée nationale pour qu'on dise ils se sont exprimés. Donc l'opposition est à dissocier avec la barbarie. Nous voulons des gens consciencieux, des gens qui ont de l'intelligence, qui ont de la sagesse, des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de dire et de faire. C'est ça l'opposition qui va construire les pays. Ce n'est pas celle qui s'enivre, qui se drogue, qui distribue de l'argent, qui paie les consciences des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'opposition est unie? Nous sommes unis, oui, parce que nous parlons tous de l'intégrité du territoire national. Vous voyez? Et nous sommes unis parce que nous sommes tous en train de dire des dialogues, oui, par exemple. Sur certaines questions, nous sommes unis. Et sur d'autres questions, je ne vais pas dire que nous devons être unis comme mari et femme à vie. Et donc, sur des questions qui méritent unité, cohésion nationale, nous sommes là. Et quand, c'est pas vous parler de quelles questions avec spécificité, comme ça on en parle très clairement. On vous accuse aussi que l'opposition actuelle s'est rébellée, l'opposition a pris les armes contre sa population. Qu'est-ce que... Nous, avec le docteur Denis Mukwege, nous Mukwegistes, nous n'appelons pas ça rébellion. C'est une agression. L'agression, c'est-à-dire un pays voisin, c'est vrai, il utilise quelques nationaux, quelques fils de la maison, quelques fils du pays, et nous agresse. C'est le régime de Kinshasa, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au fil du temps, change, tergiverse, vacille, tantôt rébellion, tantôt agression. Vous avez même vu avec Mobondo. C'était une milice, mais eux-mêmes ont dit que ce n'est plus une milice, c'est devenu, comment on dit là, ils ont changé de nom. Voyez. Et donc, pour nous Mukwegistes, ceux qui sont à l'Est, ceux qui sont là-bas, ne sont pas des opposants, ce sont des agresseurs. L'opposition ne prend pas les armes contre son pays. Il n'y a pas de raison de prendre une arme pour demander ou réclamer quoi que ce soit. Voilà, merci. Donc l'opposition, c'est celle qui respecte aussi la Constitution. Merci, monsieur Eri, pour vos réponses claires par rapport à ce sujet. Cela nous pousse à prendre directement notre deuxième sujet du jour, le dialogue national inclusif, qui semble d'ailleurs être le vœu des opposants. Pensez-vous aujourd'hui que c'est grâce au dialogue que nous aurons réellement la paix dans notre pays, la RDC? Merci beaucoup. Je pense que j'ai comme l'impression que vous me prenez comme opposant, hein, vous voyez, comme opposant dans toute la définition pluraliste du mot opposition ou opposant même. Okay? Mais moi, je suis, oui, mais beaucoup plus Mukwegiste. C'est-à-dire, je vais plus déballer nos idées. Parce qu'il y a un temps, je vous avais demandé, je crois dans une de nos émissions avec vous, je vous avais demandé de savoir si réellement aujourd'hui, on peut considérer le docteur Denis Mukwege comme un opposant. Je crois, si j'ai bonne mémoire, vous avez dit qu'il n'y a pas seulement deux camps pour soutenir la République démocratique du Congo. Alors, si vous n'êtes ni de la majorité, ni de l'opposition, moi je vous pose cette question parce que pour moi, vu que vous n'êtes pas de la majorité ou du pouvoir en place d'office, vous êtes dans l'opposition. De par nos idées, oui. De par nos idées, oui. Nous sommes opposants. Ok. Parce que nous proposons autre chose que le pouvoir Félix Tshisekedi. Voilà. Et j'assume cette position. Très bien. Mais maintenant, en défendant mes points de vue, je vais beaucoup plus être Mukwegiste. Vous voyez? Parce que Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, le PPRD, ils sont aussi dans l'opposition, mais peut-être que chacun a sa façon de faire, de voir les choses. Voilà. Oui. Je pense que oui, nous avons demandé des dialogues. Et il est nécessaire. Nous, Africains, nous, Congolais, nous devons nous parler. C'est une vertu, c'est une qualité. Surtout quand ça ne va pas. Mais par rapport à la situation très plausible qui se passe dans notre pays, le dialogue seul n'est pas suffisant ou ne suffit pas pour nous amener la paix. Pourquoi?
Nous avons proposé 3 choses et bien détaillées, bien chronométrées. D'abord, le docteur Denis Mukwege soutient, il tient en tout cas sans condition au retrait inconditionnel de troupes rwandaises, de l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. C'est-à-dire, nous voulons que la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies soit appliquée sans faille, très rapidement. Je crois qu'avec les accords de Washington et tout, c'est déjà une solution par rapport à ça. Non, c'est un vice de procédure, c'est une mauvaise pratique. Et quand le président Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis, le docteur Denis Mukwege, même, je pense au mois de mai, avant la signature de la déclaration des principes, voilà, le 27 juillet, je pense, 2025, le docteur Denis Mukwege, avec, je pense, une quarantaine d'intellectuels congolais, dont Lazado, je vois Jean-Claude Katende, le professeur, en tout cas, Bob Kabamba, ils ont écrit une lettre ouverte au président de la République lui demandant de ne pas avancer sur cette voie parce que ça serait brader, vendre le pays aux États-Unis. Ouzisha. Et il nous a vendu, il faut le dire clairement. Alors, donc nous, là, nous avons dit que ça ne nous amènerait pas à la solution, mais il y est allé, c'est lui qui est au pouvoir, vous comprenez. C'est ça l'opposition. Et maintenant, aujourd'hui, que ça donne, on a signé l'accord le 4 décembre 2025, nous sommes déjà au mois de janvier. Je pense que le 5 décembre 2025, on aurait déjà la paix. Mais force est de constater que 2 mois après, 3 mois ou 4 mois, 6 mois, les Congolais continuent de mourir, les rebelles, les agresseurs continuent d'avancer et rien n'a changé. C'est dommage. Il doit aussi assumer. Ok. Alors, j'étais en train de dire que nous avons 3 propositions. La première, c'est que nous devons tous lutter, en tout cas pour l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est non négociable. Nous avions demandé au président Félix Tshisekedi de ne pas signer un accord que ce soit pendant que les troupes étrangères, les militaires rwandais, nos agresseurs sont encore sur notre territoire. Ça, c'est la première proposition du docteur Denis Mukwege pour que nous puissions arriver à une paix durable, à une paix juste, à une paix, je vais dire, définitive. La deuxième proposition, c'est que nous devons, le gouvernement congolais, nous devons aller à la conférence internationale pour la paix en RDC. L'objectif de cette conférence internationale, c'est de mettre en pratique le concept business for peace. Un peu d'anglais. Business for peace, c'est-à-dire faire les affaires dans la paix. Ok. Développer les gagnants-gagnants. Parmi les raisons de cette guerre ou de ces guerres répétitives, il y a nos minerais, nos ressources naturelles qui sont convoitées, enviées par le monde entier. Ce ne sont pas seulement les États-Unis qui voudraient être servis. En tout cas, peut-être dans beaucoup d'autres émissions, nous devons un peu remonter à la genèse, la naissance de notre pays. Le premier nom qu'a porté notre pays, c'était l'EIC, qui signifie ou qui signifiait État indépendant du Congo. Mais que signifie ou que signifiait cet État indépendant du Congo? J'ai eu la chance d'en parler avec beaucoup de professeurs éminents, certains ici à l'université de Lubumbashi et d'autres ailleurs, qui ont dit que, en fait, le Congo était considéré comme une zone neutre qui n'appartenait pas à une puissance à elle seule. Et ici au Congo, tout le monde, tout celui qui a de la force pouvait venir se restaurer, se ressourcer au Congo. Que pouvait signifier État indépendant du Congo? C'était indépendant par rapport à qui ou vis-à-vis de qui? Là, nous étions encore sous le joug, sous la colonisation. Mais comment on disait que le pays était indépendant? Il n'appartenait presque à personne.
Même pas au peuple congolais, à nos grands-pères presque. On nous avait déjà ravis. Donc ça ne nous appartenait même pas nous-mêmes. Voilà. Et donc, avec l'évolution, parce que même Léopold II a eu du mal à gérer, enfin dépassé par beaucoup de dettes, des dettes de beaucoup de pays, pour construire par exemple la GKMI. Ce sont des dettes. Okay. Vous voyez? Et donc il a dû céder à la Belgique, mais c'est toujours des traités, des accords, des conventions. Et donc maintenant, nous Congolais, sachant déjà que tout le monde entier nous envie, nous devons aller vers l'organisation d'une conférence internationale sur la paix en RDC pour que nous puissions nous mettre d'accord comment tout le monde et surtout les Congolais en premier, nous allons retrouver ou vont retrouver leur part. Le conflit est régional, le conflit a aussi des causes internationales, le conflit a des causes internes. Nous devons prendre compte de toutes ces dimensions. Et puis n'oublions pas, nous cherchons quoi? Nous avons besoin d'une paix juste. C'est-à-dire une paix qui ne sacrifie pas la justice. Quand on parle du dialogue aujourd'hui, oui, j'ai dit que c'est nécessaire. Mais pourquoi on veut oublier la dimension justice? On tue. Donc, le dialogue est nécessaire, mais pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Et le dialogue ne doit pas être une blanchisserie. C'est lui qui a commis des crimes. C'est lui qui a le sang de... Il doit répondre de ses actes. On ne doit pas tuer, et après réclamer les dialogues pour dire je vais intégrer les institutions. À quand la fin de ce cycle infernal? Nous avons déjà eu beaucoup de dialogues dans le pays, n'est-ce pas? Oui. Et voilà. C'est comme ça que quelqu'un d'autre, demain ou après-demain, va aussi se permettre de... Non, je prends les armes, je vais demander... Oui, et mes péchés seront le dialogue, et puis... C'est pourquoi j'ai dit il n'est pas suffisant. D'abord, les militaires rwandais, ils rentrent. Après, on organise une conférence internationale sur la paix pour étayer, en tout cas, arranger le climat des affaires en RDC. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on doit aussi, nous devons aussi dont nous nous reprochons. La corruption. Quel est cet investisseur sérieux qui va venir en RDC pendant qu'il sait que pour créer une entreprise au Congo, il faut que je n'accuse personne. Donc, les rétrocommissions, les ceci, cela, beaucoup de taxes. Non, on doit assainir le climat des affaires. Nous devons arriver à revitaliser, à redonner vie à l'accord cadre d'Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba signé en 2013, c'est un accord qui réunissait les pays du Grand Lac, c'est-à-dire la sous-région d'Afrique centrale, la SADC, l'OIA, c'est-à-dire que j'ai dit l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, les Nations unies et toutes les autres puissances. Et avec ça, on peut espérer trouver la paix. La dernière chose à faire, c'est le dialogue à l'interne. Et un dialogue qui doit tenir compte de la justice. Ce n'est pas un dialogue qui ignore la justice. Donc, selon vous, il faut commencer par cette conférence. Non, par les retraits d'abord. Il faut commencer par les retraits. L'application sans faille de la résolution 2773 de l'ONU. Exact. Je suis opposant, mais en tout cas, je ne permets pas que mon pays soit violenté. En tout cas, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la souveraineté de mon pays n'est pas négociable. Bien. Nous allons aller au dialogue pendant que tout le monde a bagagé. Mais les bagagés aussi vont avoir à dire dans ce dialogue. Ça veut dire... Ceux qui occupent tout l'Est là, c'est une partie non négligeable du pays. Quand nous allons aller au dialogue, c'est vrai. Maintenant, leur point de vue, parce qu'ils sont là, et nous devons retrouver l'intégralité de notre pays. Nous devons donc... Nous faisons tout pour que les armes cessent. Ils vont aussi avoir à dire, est-ce qu'ils sont congolais? C'est un dialogue intercongolais. Entre tous les Congolais, je vais bien, inclusif, oui. Mais pourquoi les Rwandais auront aussi à dire dans notre dialogue? C'est ce que j'ai dit. Il faut d'abord que les étrangers, que la résolution 2773
soit appliquée, nous avons demandé au président, je l'ai dit, de ne pas signer un quelconque accord pendant que les étrangers, les militaires, l'armée rwandaise, nos agresseurs sont là. Nous avons signé cet accord sous pression. Et maintenant, vous êtes en train de voir que nous sommes presque peut-être en train d'aller vers un dialogue où il y aura aussi les points de vue des étrangers. Ça risque de ne pas nous amener aux résultats escomptés. Ça risque de faire comme le dialogue précédent. Donc d'abord, le retrait des troupes étrangères. Affirmatif. L'organisation d'une conférence internationale sur la paix. Sur la paix. Parce que on nous fait la guerre pour des raisons économiques. Il n'y a pas seulement que les pays qui nous font la guerre. Il y a aussi les multinationales. Les multinationales, les entreprises puissantes qui sont dans le domaine spatial, qui sont dans la téléphonie mobile, qui font des ordinateurs. Ils ont besoin de ces matières premières. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui nous fait la guerre. Bunagana pour tomber, c'est Ouganda qui était utilisé. Demain, la Tanzanie peut nous faire la guerre. La Zambie peut nous faire la guerre. Alors, à l'intérieur, nous avons combien de groupes armés? Ce n'est pas seulement les M23. Pourquoi on accorde plus d'intérêt aux M23 pendant que les Mobondo sont aussi en train d'exterminer toute une tribu, les Bateke? Il y a aussi les, comment on dit, les Bakatakatanga. Il y a Anituri. Vous comprenez que le problème est complexe. Et si on veut répondre, résoudre ces problèmes dans toute sa complexité, en tout cas, il faut se séparer des petites pensées. Il faut accepter d'écouter les autres. Il faut accepter d'écouter le docteur Denis Mukwege. Et c'est là pour une paix juste, une paix durable, définitive pour l'intérêt du peuple congolais. Si on fait cela, alors nous aurons la paix avec tout le monde, avec nous-mêmes et avec le monde entier. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Mais avant de terminer aujourd'hui, Monsieur Eri, il y a ceux qui se disent, il y a ceux qui pensent que c'est le président Félix qui est parti voir le président angolais pour les problèmes du dialogue, mais il y a ceux qui disent que c'est pas lui, ce sont les opposants qui sont allés voir. Est-ce que les problèmes du dialogue devraient-ils être un problème de pic-pong entre les pouvoirs et l'opposition? En tout cas, ça sera notre mot de conclusion. Pour trouver la vérité ou la réponse à cette question, il faut répondre à une question stratégique. Qui a accepté le dialogue? Qui a dit oui, nous allons aller au dialogue? Qui a permis? Qui a donné son quitus? Est-ce qu'on ne l'a pas imposé? Oh, donc nous ne sommes pas souverains. Vous voulez dire qu'il y a des choses que le président a fait ou accepte? Peut-être que c'est l'opposition qui a trop... L'opposition n'a pas le pouvoir d'imposer au président de la République. L'opposition propose et le président a toutes les propositions sur sa table. Il en étudie la profondeur, la pertinence. Quand il juge que c'est bon, il le fait. Quand il juge que c'est pas opportun, c'est son mandat, c'est lui qui va rendre. C'est lui qui a une promesse avec le peuple congolais. Et donc, je pense d'emblée que nous devons cesser avec les discours triomphalistes ou triomphalisme. Nous devons cesser avec les mensonges. Certainement, les politiciens congolais nous ont divisés. Ils ont divisé les jeunes. Vous voyez, il y a des gens qui soutiennent aveuglément des gens. Donc, tout ce que fait votre chef là, votre leader, vous applaudissez. Même quand, tout récemment à Kinshasa, un responsable politique, devant une marée humaine ou une foule, il dit « Tobetelana nous, Donald Trump Maboko ». Donc, ça, politiquement, si on peut creuser, ça signifie quoi? Ça signifie que le président Donald Trump, c'est lui qui a... Ça, c'est l'abandon de notre souveraineté. À haute voix, vous reconnaissez que notre chef... Et que maintenant nous avons un... Non, c'est un partenaire. Trump, c'est un partenaire. Non, écoutez, le peuple congolais a voté pour un responsable que nous connaissons, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, c'est de lui que... Et puis comme nation, comme pays, notre sécurité ne doit pas être sous-traitée, bradée. Finalement, frère, vous voulez que les voisins viennent à Kuchungi Mpangoyen et puis une parcelle qui est hautement riche. Non, développer
hein, la jeunesse, l'armée, la police, qu'on soit aussi efficace, qu'on soit en mesure de nous défendre de par nous-mêmes contre toute menace, qu'elle vienne de l'Angola demain ou tout ça, qu'on les mette en débandade. L'Angola ne peut pas, je vous rappelle que le président Joao Lorenzo avait déjà décliné la responsabilité dans l'affaire congolaise. Ok? Il avait déjà refusé. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que l'Angola accepte aujourd'hui. Il y en a qui sont en train de se dire, mais oui, il est président de l'Union africaine. Là, il a pris les choses. L'Union africaine, on nous a agressés pendant combien d'années? L'Union africaine a fait quoi? C'est aujourd'hui que l'Union africaine se réveille? Je ne pense pas. Un pays ne peut pas s'engager dans une affaire sans son intérêt. L'Angola exploite le pétrole congolais à Cabinda. On n'en fait pas. Qui en parle? Mais bon, c'est seulement parce que le gouvernement congolais a choisi son adversaire, a choisi sa guerre. Mais je vous dis que nous avons beaucoup d'agresseurs. Je vous ai cité l'Ouganda qui a fait céder le Bunagana. L'Ouganda, c'est l'Ouganda qui contrôle l'Ituri. Mais c'est connu de tout le monde. Les matières premières quittent. L'Angola aussi exploite le pétrole. Bon, vous êtes à Lubumbashi, nous sommes à Lubumbashi. Vous voyez combien de tracts descendent jour et nuit sur la route Kasumbalesa. Ça prend quoi? Ce n'est pas un pillage, ça. Mais c'est un pillage. Mais seulement que le gouvernement congolais, bon, peut-être on accepte de prendre quelques miettes, on ferme l'œil. Mais si le Congo, si nous sommes souverains, allons fermer la frontière de Kasumbalesa et disons non, voici ça. Ils vont nous faire la guerre. Voilà, monsieur Eri, je crois que non. Donc le Congo saigne de partout. Et il faut des hommes vraiment intelligents et sages pour que nous puissions arriver à trouver une paix définitive. Donc, je ne sais pas si on comprend bien les mots tous ensemble. Nous ne cherchons pas une paix éphémère, hein, comme comment on appelle, un cessez-le-feu temporaire de 5 ans, de 3 ans pour on a besoin d'une paix durable. Une paix définitive, voilà. Mais qui repose sur la justice. Parce que si les bourreaux ne sont pas sanctionnés, même demain ou après-demain, après 5 ans, 10 ans, il y aura toujours d'autres aventuriers qui vont dire, mais Corneille Nangaa n'était pas sanctionné, tel n'était pas sanctionné, et puis il n'y a aucun mécanisme qui garantit la non-récidivité. Donc, je peux aussi me lancer à ça. Voilà. Monsieur Eri, je vais prendre ça comme votre conclusion par rapport à ça. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions et nous demandons aux jeunes Congolais, à la jeunesse congolaise de se mobiliser pour la défense de l'intégrité de notre territoire, de notre pays, de notre patrie. C'est non négociable. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode de On en parle. Aimez nos vidéos, partagez. Dites aussi à ceux qui sont à vos côtés de s'abonner afin de nous donner un coup de main dans ce que nous sommes en train de faire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de On en parle. Ciao.